On va quand même parler d'un sujet triste, malheureusement, mais important, le marché de la drogue. En France, il y a une semaine, l'Office anti-stupéfiants a saisi 384 kilos de cocaïne au grand port autonome de Marseille, valeur 9,6 millions d'euros. Marseille, où s'est tenue samedi une marche blanche en hommage à Mehdi Kessassi, le petit frère du militant anti-drogue Amine Kessassi. Un meurtre d'intimidation, c'est une première. Et on voit que les mafias, le marché de la drogue progresse. Thématique de cette question, c'est faut-il parler de submersion ? Est-ce qu'on peut déjà commencer par poser un peu le décor, Éric Heyer, sur ce que représente aujourd'hui en France le marché de la drogue ? Alors, par définition, alors attendez, si on appelle drogue, il y a la drogue illégale. Légale et illégale, et après, on est d'accord. On pourrait penser que le tabac, l'alcool, c'est une forme de drogue, mais elle est légale, ou même certains médicaments, et on voit la crise des opioïdes, c'est parti par un médicament, donc vous voyez, des fois la frontière est un peu floue. Absolument. Mais allez, si on prend drogue égale narcotrafic, et donc tout ce qui est illégal, c'est essentiellement donc cannabis, héroïne et cocaïne, c'est un peu avec du synthèse et les drogues de l'ecstasy. D'accord. Ce que l'on peut dire, alors oui, là aussi, ce qui est compliqué, c'est que c'est souterrain. Donc, effectivement, c'est par les saisies qu'on arrive progressivement à voir combien c'est. Mais oui, les saisies, on ne sait pas ce qu'on mesure. Hein. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'on mesure, quand les saisies augmentent, est-ce que on mesure le flux qui a augmenté, ou est-ce qu'on a simplement demandé aux gendarmes, aux douaniers et aux policiers d'avoir le travail des forces de l'ordre qu'ils améliorent. Oui. Ok, donc on ne sait pas. Mais c'est sûr que si on regarde les saisies, d'accord, et la forte progression, on évalue, donc ça, c'est pas nous qui le faisons, hein, d'accord, à peu près 6 milliards d'euros la drogue en France. Mais alors, si c'est ça, c'est beaucoup trop, on est d'accord, mais c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Non. Ça fait du 0,2 point de PIB, si vous voulez avoir une référence. Effectivement. Sauf que ça progresse très fortement et on se doute, d'accord, que quand on discute avec les douaniers, ils nous disent qu'ils contrôlent que 2% des containers. Donc, est-ce que vraiment la mesure par les saisies, c'est la bonne mesure ? Moi, je n'y crois pas. Donc, ça doit être sans doute bien plus important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et après, j'ai sa parole, c'est que tout de même, quand on lit dans la littérature, moi, il me semble que j'entends un peu des bêtises dans les médias, c'est qu'on parle de structure intégrée. C'est pas du tout intégré, en fait. C'est au contraire très éclaté. Oui. Et il y a tout en haut, il y a la production et la transformation, ça c'est des cartels, c'est de l'oligopole, oui. D'accord, si on veut parler comme des économistes. Et plus je descends, je vais dans la logistique et dans les vendeurs, et à la fin, aux vendeurs, c'est au contraire de la concurrence. Il y a énormément de personnes. Pourquoi c'est très important ? Et d'accord, et elles sont pas au même endroit. C'est-à-dire que si vous touchez en bas, vous touchez pas en haut, en fait. Et donc, puisque c'est la concurrence en bas, vous voyez, arrêter quelques vendeurs, ça ne sert strictement à rien, d'accord ? Il faudrait un mouvement très massif, d'accord, pour piller un peu les vendeurs. Coup de filet, oui, absolument. Et encore, ce que nous disent les spécialistes, oui. C'est pas moi, je ne fais que répéter, c'est que globalement, il y a ce que les économistes appellent une élasticité de la demande au prix, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dépendant, d'accord, même si les prix augmentent, vous continuez à acheter, ça ne joue pas sur la consommation. Et en plus, vous, pour payer, c'est comme ça que vous passez du mauvais bord et dans la criminalité. Donc, vous voyez, une fois que vous avez ça en tête, mais je dis vite, il faut, si vous voulez vous attaquer, c'est pas dans la rue qu'il faut combattre, c'est dans les ports, là où ça arrive des oligopoles, il faut leur faire très mal, ils font ça pour l'argent, donc c'est dans les ports. Alors, ça pose d'autres problèmes, et donc on sait en Europe, c'est Anvers, Rotterdam, et le Havre en France. D'accord ? Et c'est là. Il faut jouer sans doute sur de la prévention. Et donc, il faut faire des barrières à l'entrée. Ceux qui sont malheureusement dépendants, ils vont l'être. Et donc, il faut les aider. D'accord ? Mais il va falloir faire la prévention pour pas qu'il y ait des nouveaux entrants sur cette demande. Et ensuite, sur les flux financiers autres que bancaires. Pensez que ça passe par les banques ? Non. 95% passent hors banque. Et c'est dans le blanchiment, et c'est le dernier point, où il faut agir. Parce que si vous tapez fort dans le blanchiment, fort dans les ports, vous allez taper directement au portefeuille de ces grands cartels. Et c'est comme ça que vous allez y arriver. Il y a 2 grands ports en Belgique, aux Pays-Bas, en Anvers, on a des saisies régulièrement. Comment on gère ça en Belgique ? On gère mal, parce que c'est très difficile. On est plus ou moins avec les mêmes statistiques. Est-ce que c'est 2, c'est 5% ? Quand on discute avec les douaniers et aussi avec les contrôles qui sont faits sur place, si on va plus loin, vu les moyens qu'on a pour le moment,
ben vous allez carrément freiner même des marchandises qui seront caduques rapidement. Hein, vous imaginez les légumes, s'il fallait vraiment tout contrôler. Donc ils font par coup de sonde, un peu au radar, avec sous des informations et ainsi de suite. Ça donne quand même des résultats, hein, soyons quand même clairs. Mais c'est vrai que c'est ça le problème. Une goutte dans l'océan. C'est noyé. Vous l'entendez, hein, quand on attrape quelqu'un, ça devient de plus en plus intelligent, puisqu'il y a des systèmes de détection, il y a des chiens intelligents. Enfin, les chiens sont intelligents, je veux dire, dans le sens pour détecter ça. Oui. Et ils sont toujours plus rusés, ils ont des moyens colossaux. Quand vous voyez ce que coûte 300 kilos et que vous voyez ce que ça représente dans un conteneur, si c'est bien planqué. Donc, ces gens sont bourrés d'astuces, aussi bien au moment où il la fabrique. C'est souvent mieux équipé que les forces de l'ordre. Et donc, si vous demandez aux autres de faire vraiment cibler et aller jusqu'au bout, ça va. Si vous dites maintenant les tentes surtout, avec des résultats qui seraient nettement meilleurs, vous allez stopper quasiment les autres, non pas trafic, mais les autres commerces. Donc c'est très difficile. Et de l'autre côté, on se rend compte, les statistiques sont quand même très claires là-dessus, je pense aussi en France, et en Belgique et en Europe, c'est qu'aujourd'hui, la consommation notamment de cocaïne, c'est un peu monsieur tout le monde, et monsieur tout le monde avec parfois aussi des moyens, et qui fait que si on veut vraiment à un moment donné stopper ça, il faudrait dire au consommateur de s'arrêter. Or, le consommateur via une drogue, mais il fait tout sauf s'arrêter, puisqu'il en devient addict. Donc tout ça est très difficile. Ce qu'on voit, c'est que ça diminue un peu chez les jeunes. Oui, c'est ça. Il y a eu des études, Observatoire européen des usages de drogue, chez les moins de 16 ans, c'est en baisse, chez les 16 ans. Pardon. Mais pour la cocaïne, c'est les personnes au-delà de 50 ans, où là, la reprise, parce qu'aux États-Unis, c'est déjà le cas avant, est très forte. Donc, vous voyez, c'est très, très difficile. Moi, je trouve ça très intéressant que sur une antenne économique comme la vôtre, vous évoquiez ce sujet, parce que c'est un sujet qui est presque le mal qui remplit le vide de la désindustrialisation, ce qu'on a appelé la diagonale du vide, une espèce de absolument de partout aujourd'hui, de sens collectif, et la mobilisation des esprits, des compétences des jeunes autour de l'économie, de la croissance, des projets, de l'innovation, c'est ce qui donne un projet collectif et quelque part remplit l'activité d'une vie sociale dense. Et lorsque tout ça se délite, eh bien, il y a ce type de fléau qui rentre et vient la nature a horreur du vide. Gangréner la société. C'est cette gangrène. Et j'en veux beaucoup d'ailleurs aux responsables politiques de ne pas voir à quel point le manque d'attention autour de tout ce qui est nécessaire pour que le tissu économique soit aussi vivifié que possible, c'est véritablement ce dont a besoin un pays pour tenir debout. Et ce n'est pas en prélevant des taxes de manière sempiternelle, vidant la capacité d'investissement, que l'on va réparer. Enfin, si c'est pour réparer tous les maux de la désindustrialisation, vaut mieux accompagner l'industrialisation et laisser l'économie agir. Mais ce que vous pointez du doigt, là, c'est le début. En tous les cas, un début qui a bien progressé et qui en devient très préoccupant, de tout ce que la société peut voir comme mot l'atteindre. Il y a la prostitution qui vient pas très loin derrière, et puis la délinquance, et puis finalement tous les errements que ce soit des sectes, des idéologies mortifères. Tout ça, ça vient remplir le vide que un tissu économique dynamique est supposé remplacer. On n'a pas de promesse d'avenir. C'est vrai que quand on vous propose 100, 200, 300 euros par jour. Et quand vous entendez... C'est facile ça, même quand vous avez des promesses d'avenir, je veux dire, vu ce que ça rapporte en termes lucratifs, on pourrait aussi parler de l'échelle des peines et de... Enfin voilà, je veux dire, il y a aussi... je veux dire, les individus sont rationnels, ils raisonnent en termes de coût-bénéfice. Et donc, si le coût est plus faible que ce à quoi... Enfin voilà, et que le bénéfice... Que le risque, forcément, que le risque que vous prenez, mais modulo effectivement des rémunérations très attractives, du coup, vous avez tendance à choisir la meilleure opportunité. Là, c'est Becker. Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'individu qui fait son choix rationnel. Donc, en mai 2018, l'INSEE avait décidé de prendre en compte les stupéfiants dans les comptes nationaux. Oui, qu'est-ce que ça a changé ? Il était obligé. C'était le système européen des comptes, en fait, qui vous oblige, en termes d'harmonisation européenne, pour que tous les pays soient comparables en matière de produit intérieur brut, vous étiez obligé d'avoir, alors, à la fois la prostitution légale qui était prise en compte, à la fois les substances illicites, enfin, le commerce donc des drogues, donc voilà, et toutes les substances, j'allais dire, illégales, mais qui relèvent pas de la coercition, mais voilà, donc, qui étaient prises en compte pour
pour que ce soit comparable, par exemple, entre des pays qui déjà les prenaient en compte, comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, et des pays comme la France qui ne le faisaient pas. Donc aujourd'hui, après, je me permets... On valorise, entre guillemets, soyons d'accord sur le terme, mais on intègre, en tout cas, dans notre une partie, la partie qu'on arrive à estimer, parce qu'en plus, comme vous ne pouvez pas mesurer ce que ça représente, vous partez du principe que la consommation qui est faite, c'est en fait soit ce qui est produit, soit ce qui est importé. Donc c'est comme ça qu'on fait, et ensuite on valorise avec effectivement les saisies douanières et autres, on arrive à donner un prix à cette drogue, et on calcule ainsi en valeur. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que ça change pas grand-chose, on l'a dit, dans le PIB, vu ce que ça représente. Alors Eric disait 6 milliards, moi j'avais, dans le rapport là, du Sénat, qui est bien fait d'ailleurs, de 2024, j'avais 3,5, mais c'est le ministre de l'économie. Alors voilà, c'est entre 3,5 et 6, j'ai pris la fourchette haute. Disons que, voilà, mais si on prend le PIB français, on est à 0,1 ou 0,2% du PIB, donc c'est pas ça la différence. Et en plus, ce qui nous intéresse, nous, quand on commente le PIB au quotidien, c'est les évolutions du PIB, c'est-à-dire le taux de croissance. Et donc là, ça change pas grand-chose. Donc voilà, mais par contre, ça permet effectivement d'avoir une mesure un peu plus exacte et comparable entre pays. Et vous avez, dans le pays, qui est quand même venu sur la cocaïne bien avant d'être chez nous. Je me rappelle quand je faisais mes études là-bas, ils étaient déjà un peu tous shootés. Souvenez les chansons de Renaud avec la raille de coke et ainsi de suite. Ici, ils sont un petit peu détournés de ça, mais vous avez vu que c'est revenu par un médicament. Vous avez le scandale des opiacés il y a peu de temps, et c'est dramatique. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train d'en mourir, alors que c'était prescrit pratiquement pour un remède à quelqu'un d'anxieux. Vous alliez voir votre médecin, et vous trouviez que vous n'alliez pas bien, et vous demandez si vous aviez pas mal dans le dos, et ainsi de suite, et puis il vous donnait cette pilule qui n'était jamais qu'un opiacé. Voilà. Et au fur et à mesure, avec une logique d'aller le revoir, il vous disait, puisque ça va bien et que c'est pas grave, reprenez-en en plus. Une forme d'addiction. Il y a des gens qui en meurent aujourd'hui. Donc, bien sûr. Compliqué. Eric Heyer. 2 points de réaction sur ce qu'a dit Céline. Effectivement, on a tous dû intégrer normalement à la fois la drogue et la prostitution. De mémoire, l'INSEE n'a pas voulu intégrer la prostitution, d'accord. Et alors que c'est au Royaume-Uni où on l'a le plus intégré, et c'est là où il y a le plus gros augmentation du PIB, c'est en intégrant justement la prostitution et la drogue. Juste, c'était une petite anecdote, c'est que ils étaient assez fiers, ils sont passés devant la France à ce moment-là, et sauf que l'Union européenne... Eric, vous n'avez pas dit sur quoi? C'est la prostitution. Je voulais vous le dire. Oui, c'est la prostitution. Et sauf que l'Union européenne a dit, alors on te rappelle, tu nous dois de l'argent en fonction de ton PIB, et donc tu nous dois plus d'argent uniquement pour cette raison. Comment la prostitution en Grande-Bretagne a permis de renflouer le budget européen. Un tout petit peu. C'est une anecdote. Non, mais le deuxième point, mais c'est vrai, il y a effectivement un modèle, c'est Céline qui me le rappelle, un modèle de Becker, Grossman et Murphy qui explique très bien la rationalité des drogués. D'accord. Enfin, de ce qu'on appelle la dépendance. C'est-à-dire qu'il y a une vraie rationalité. Ça ne veut pas dire que c'est bien la rationalité, encore une fois. Mais si vous avez une forte préférence pour le présent, quelque part, la drogue peut vous permettre de maximiser votre utilité. Pourquoi ? Parce que c'est une lecture très économique. Mais c'est très économique. Parce que tous les coûts sont dans le futur, et si vous avez une énorme préférence pour le présent et que le futur, c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, vous allez vous droguer, et c'est là où le cercle devient extrêmement vicieux. C'est-à-dire que, en gros, une fois que vous êtes dans cette histoire-là, parce que effectivement, vous êtes plus productif à court terme, parce que effectivement vous êtes plus social, parce que c'est aussi festif, etc. Une fois que vous êtes dedans, vous savez, vous pouvez plus vous en sortir, et c'est ce que dit Roland. C'est-à-dire que globalement, aux États-Unis, quand vous êtes dedans, dans un premier temps, ça vous fait la productivité. Dans un deuxième temps, ça vous fait de la population active en moins. Oui, le taux d'emploi aujourd'hui aux États-Unis est inférieur au taux d'emploi qu'il était avant la crise. D'accord. Et donc, ils ont plus de demandes, avec moins de personnes en capacité de travailler parce qu'elles sont en arrêt maladie, parce qu'elles sont droguées, ou elles sont et ça, c'est un coût gigantesque sur votre croissance économique. Et les difficultés de recrutement aux États-Unis sont 2 fois supérieures à ce qu'on peut trouver en France. Une partie s'explique là. Oui, et c'est ce qui fait dire d'ailleurs à Deaton et Case que pour la première fois, vous avez effectivement dans la population active américaine, vous avez une part de la population, notamment des 50 ans et plus, qui sont découragés au chômage, et donc qui prennent plus d'opiacés, de drogue que c'était le cas dans le passé. Et pour la première fois, vous avez en fait l'espérance de vie aux États-Unis qui a baissé, justement. C'est quand même un fait assez historique, alors qu'on voyait jusqu'à présent des augmentations de l'espérance de vie. En 2021, vous avez eu... Alors c'est un autre point, mais sur le problème des opiacés, je n'ai pas rentré dans les détails, mais vous l'avez sans doute entendu, parce que c'était dans toute la presse, c'est de voir que c'est des firmes qui avaient pignon sur rue, qui, par encore de la corruption active, ont réussi au niveau de l'AFDA aux États-Unis,
de faire passer et de continuer. Ces gens ne sont toujours pas en prison. Big Corp, pas à moi de s'ils doivent aux États-Unis, c'est vrai. C'est quand même très très inquiétant. Tout est un marché. Parce que ça a quand même été entretenu par un système tout à fait régulé, sur lequel on a laissé passer une chose qui n'était pas en plus très facile à détecter, et avec le drame que ça constitue aujourd'hui. C'était vendu quand même comme un médicament. Hein. Oui, c'est là où entre le narcotrafic et le légal, la limite est parfois ténue. Ça commençait par le légal de 95 à 2010, et ensuite c'est devenu du narcotrafic, mais parce que pendant on a rendu dépendants les gens avec des ordonnances qui étaient complètement légales.